Au sommaire de cette actualité, les autorités de la transition ont procédé ce mardi à la dissolution générale des partis politiques. Quelle a été la réaction de la population face à une telle décision? Quelle implication pour l'avenir politique du pays? C'est à retrouver dans le début de ce journal. 48 ans après sa disparition, que reste-t-il de Modibo Keïta en termes d'héritage pour le Mali et l'Afrique? Pour en savoir davantage, Ibrahim Kébé Tamaki, le directeur de l'école Modibo Keïta, nous a accordé une interview. C'est à retrouver dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur l'Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, depuis le mardi 13 mai 2025, tous les partis politiques ainsi que les organisations à caractère politique sont désormais dissous sur tout le territoire national. Cette décision fait suite à la validation et à l'abrogation de la charte des partis politiques par le Conseil national de transition. Une mesure redoutée depuis plusieurs semaines par l'opposition. Que pense la population de cette décision? Des éléments de réponse avec Nana Kadija Kouni. Ou quoi de 25 milliards de clubs partis politiques nous n'avons pas. Ko adema erebe 6 milliards de soro. A comme ne parti minka député kacha, ore ka war sorota kacha. Odume bonga impôt la. État bo soro minga donuma. Et 25 milliards ça on ça, o te se ka usine do créer wa. A te se ka foro do créer jeunesse ga baraka. Avec docteur So Joljo. Avec madrasa avec école So Joljo. Le mardi 13 mai 2025 marque une date importante pour les Maliens, car les partis politiques et les organisations à caractère politique ont été dissous sur toute l'étendue du territoire national. Les autorités de la transition annoncent également l'interdiction de toute réunion des membres des partis politiques et des organisations à caractère politique dissous. Cette dissolution intervient après que le Conseil national de la transition a adopté la suppression de la charte des partis politiques et de la loi portant statut de l'opposition politique à travers un décret présidentiel qui dit la population. Parti politique Chili, parti politique. J'ai beaucoup aimé la dissolution des partis politiques car ils n'ont aucune utilité. Dès 1991 à nos jours, nous n'avions rien reçu. Chacun vise son propre intérêt au profit des ceux du pays. Donc, tant que l'intérêt du pays n'est pas prioritaire, ils ne doivent pas exister. Et puis, ce sont nos impôts qui les payent. Sur 100 Maliens, le gouvernement n'emploie pas plus de 5 personnes. Mais nous payons tous d'une manière à une autre les impôts, que ce soit à travers les carburants, l'électricité, etc. Ce sont ces mêmes impôts que les partis politiques en profitent gratuitement. Nous n'avons pas besoin de la démocratie. Rien n'est facile. Nous savons tous que ça ne va pas. Mais que la transition continue selon. Beaucoup accusent les partis politiques de ne pas avoir été à la hauteur durant les années dans l'exercice de leur mandat. Ils se réjouissent ainsi de leur dissolution. Parti politique au Chili, jamana nyamgo asumara ni ko fe. Maya, nous kera Burkina ni kera Niger. Concernant la dissolution des partis politiques, je dirais même qu'ils ont pris du temps avant de le faire. Ça s'est passé déjà au Burkina, ainsi qu'au Niger. C'est à cause des partis politiques que ce pays est en retard. Ils ont mangé notre argent sans aucun résultat. Toutes nos usines sont parties en faillite. Les porteurs n'étaient jamais dans les conditions. Une chaussure était vendue à 30 000 francs et une seule chaussette à 15 000 francs. Vraiment, nous félicitons et incitons cette décision de la transition. Parce que la démocratie la maintient. Contrairement aux autres, Souleymane Keïta, citoyen, n'a pas pu cacher son mécontentement face à cette dissolution des partis, tout en espérant qu'ils reviendront avec force. Vraiment, je n'ai pas aimé cette dissolution des partis politiques car le monde tourne autour de la politique. Nous voulons juste revenir aux élections. Sinon, étant ainsi, ils ne pourront jamais régler ce problème. Le Mali ne peut rien faire, seul sans l'aide de qui que ce soit. Donc, le mieux, c'est de revenir aux élections. Sinon, la dictature ne peut rien faire. Et on parlera toujours de la démocratie au Mali, car c'est avec ça que nous avons commencé. Selon Abdallah Yattara, président de l'Association malienne des consultants du Mali, cette situation est préoccupante pour l'avenir politique du pays. D'abord, on avait commencé par une concertation nationale et en violation flagrante des thèmes de référence de cette concertation-là.
Donc on nous a demandé, enfin les participants ont demandé la dissolution des partis politiques, et accorder 5 ans au président de la transition et ériger le président de la transition en président de la République. Et des demandes qui n'avaient en fait rien à voir avec les termes de référence. Et je crois que l'article 185 de la Constitution, à mon avis, a été violé. D'abord parce que tout simplement cet article prône le multipartisme. Il dit que le multipartisme, le nombre de mandats sont intangibles. Donc même en cas de révision constitutionnelle, le multipartisme, le nombre de mandats, la forme républicaine de l'État, la laïcité sont intangibles et c'est la même si on devait réviser la Constitution. Et l'article aussi 155 de la Constitution est la prestation de serment qui dit que le président de la République doit préserver et la liberté des personnes, mais aussi de préserver aussi les acquis démocratiques aussi. Donc en analysant ces deux articles, on voit que la dissolution des partis politiques est en violation de ces deux articles-là. Bon, il faut que les partis politiques fassent beaucoup attention. Comme je l'ai dit, le décret a été accompagné de mesures contraignantes, donc au risque de se faire prendre, parce qu'on doit d'abord respecter le décret. Cette décision fait suite aux recommandations issues d'une concertation nationale tenue fin avril qui avait préconisé la dissolution des partis et un durcissement des conditions de leur création. Pour certains, les autorités mettront en place une nouvelle charte des partis politiques et favoriseront la création des partis qui leur seraient favorables. D'autres pensent qu'ils se contenteront de les réduire. Alors, il reste à savoir si cette dissolution des partis politiques marquera la fin du multipartisme, voire celle du mouvement démocratique au Mali. Parti politique, c'est fini, un point intérêt. 16 mai 1977, 16 mai 2025, 48 ans que Modibo Keïta, le père de l'indépendance, est décédé. Comme chaque année, le peuple malien ainsi que l'ensemble des Africains et des partisans de la révolution et de l'anti-impérialisme rendent hommage à cette figure emblématique. Qu'est-ce qui reste de Modibo Keïta? Nous avons rencontré Ibrahim Kébé Tamanguide, responsable de l'école Modibo Keïta et considéré comme un héritier de son œuvre. Il s'est exprimé au micro de Zenebou Gueye. La date du 16 mai nous rappelle la liquidation du président Modibo Keïta en prison. Cette liquidation a été orchestrée par l'impérialisme français à travers les laquais locaux. Ils ont liquidé Modibo pour la simple raison que Modibo fut une figure emblématique et il s'est battu contre l'impérialisme sous toutes ses formes et il a arraché notre indépendance et notre souveraineté nationale aux grandes dames des colonialistes impénitents. Donc le 16 mai est une date sombre, est une journée de la honte, on peut le dire. Modibo a géré le pays avec une équipe ou avec quelques équipes vraiment costauds. À son temps, ils ont travaillé inlassablement avec les moyens dont ils disposaient, Modibo et ses compagnons de lutte. Au moins en 8 ans de gestion politique, ils ont réalisé 240 grandes réalisations en 8 ans. Les Modibo ont réussi au moins à créer 57 sociétés et entreprises d'État, sans compter les institutions économiques et sociales. Et sous la direction vigilante et éclairée du président Modibo Keïta, il n'y a pas un seul domaine de la vie nationale qui n'ont pas pu réaliser des choses. Et Modibo, au-delà de tout ça, a réussi à nationaliser également certaines entreprises telles que CMDT. C'était CMDT avant, mais le processus de nationalisation a commencé au fait sous la Première République à partir de 1965, comme chemin de fer aussi qui a été nationalisé et d'autres entreprises. Donc le bilan de Modibo est un bilan positif et il a contribué inlassablement à affirmer la personnalité africaine et décoloniser les esprits, et puis il a pu apporter un soutien réel à tous ceux qui se battaient à l'époque contre le colonialisme ou pour l'affirmation de leur indépendance et de leur souveraineté. Donc Modibo est un symbole, est une référence solide et à vrai dire Modibo est un héros qui doit être reconnu partout. Aujourd'hui, le plus important pour nous en tant qu'héritier idéologique, c'est que la ligne politique de Modibo Keïta doit être pas maîtrisée à 100% parce que chaque époque a ses réalités. Tout ce que les Modibo ont eu à faire à l'époque, ce n'est pas un dogme, la conduite du président Modibo Keïta, mais c'est un guide pour l'action. Ce qui reste en réalité pour nous est en lien avec sa mémoire. Il faut travailler pour préserver cette mémoire-là parce qu'il est au moins le premier président du Mali. Et quand on parle des
présidents les plus valeureux et ceux qui ont bossé réellement, il est cité en premier. Et aujourd'hui, le pays en tant que tel doit travailler à réhabiliter cet homme-là. En faisant quoi? En déclarant officiellement Modibo comme héros national. 2. En lieu et place du monument aux tirailleurs coloniaux, ériger le monument du président Modibo Keïta entouré des plaquettes de l'Union soudanaise RDA sous la place de la Liberté à Bamako. Parce que c'est sous sa direction, dans le cadre de l'Union soudanaise RDA, que nous avons pu au moins arracher notre indépendance, qu'on a pu au moins libérer notre pays. Donc la place de la liberté doit être dédiée en réalité à Modibo et à l'Union soudanaise RDA. Et historiquement, c'est logique et c'est normal. Et troisièmement, je vais dire, et je pense sincèrement que le mémorial Modibo Keïta doit être réorganisé, restructuré, pour en faire un véritable outil pour préserver non seulement, mais diffuser la pensée et puis les œuvres du président Modibo Keïta. C'est extrêmement important, à l'image des autres mémorials à travers le monde, tels que le mémorial Kourouman, le mémorial Sankara et tant d'autres. Donc, la gestion du mémorial Modibo Keïta à Bamako aussi reste à désirer. Et à notre avis, le 16 mai doit être déclaré officiellement comme la journée commémorative de la disparition du président Modibo Keïta. Et chaque 16 mai, il doit avoir des programmes spéciaux à travers les médias d'État. Souvent des débats même sur le parcours de Modibo, sur les réalisations de Modibo. Et même des débats contradictoires. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec Modibo. Il faut qu'il y ait des débats. La façon dont il a géré certains aspects dans le temps. Il faut accepter tout ça. Enfin, il faut racheter son champ qui se situe à Ngaba-Kouroudoua pour sa mémoire. Comme les Guinéens l'ont fait avec Ahmed Sékou Touré, comme les Sénégalais l'ont fait avec Senghor et tant d'autres. Modibo aussi mérite que son champ soit racheté par l'État et en faire un centre national président Modibo Keïta pour faire au moins la promotion de la sécurité alimentaire ou bien de la souveraineté alimentaire. Et ce centre-là peut accueillir des conférences internationales ou des congrès internationaux. Ça peut être un centre aussi qui peut vraiment contribuer à la formation de nos citoyens dans le cadre surtout de l'agriculture et tout. Donc, ce patrimoine de Modibo Keïta doit être révalorisé, racheté et puis vraiment mettre à la disposition de l'État. Donc, dans le cadre de 16 mai 2025, nous pensons vraiment, il y a certaines propositions, on l'a fait depuis plus de 10 ans, mais elles sont toujours d'actualité. La famille Bongo, l'ancienne famille présidentielle déchue par un coup d'État du 30 août 2023, a quitté le Gabon. Près de 2 ans après la destitution d'Ali Bongo, un transfert vers l'Angola a été orchestré dans la nuit du 15 au 16 mai 2025. Avec l'aide du président angolais, soulevant de nombreuses interrogations sur les conséquences judiciaires et politiques de cette situation. Commentaire signé Oumou Koulibaly. L'histoire commence en août 2023, lorsque le président Ali Bongo Ondimba est renversé par un coup d'état militaire, quelques jours après sa réélection contestée. Depuis cette date, lui, son épouse Sylvia et leur fils Nourendine étaient retenus au Gabon dans des conditions qui ont souvent suscité des interrogations. Cette semaine, un tournant très important a eu lieu. La famille Ngombo a quitté le Gabon. La présidence angolaise l'a annoncé officiellement ce vendredi 16 mai 2025. Ali Bongo, son épouse et son fils ont été transférés vers Luanda, la capitale angolaise, dans la nuit du 15 au 16 mai 2025. Cette opération menée dans le plus grand secret a été rendue possible grâce à l'aide du président angolais Joao Lorenzo, qui a joué le rôle de médiateur et est également président en exercice de l'Union africaine. Ce départ s'est effectué après la libération progressive de Sylvia et Nourendine, officiellement pour des raisons médicales. Cependant, aucune déclaration du gouvernement gabonais n'a expliqué les véritables raisons de ce transfert, laissant planer le doute sur qu'il s'agisse d'un exil temporaire ou définitif. Aujourd'hui, une question revient avec force. Pourquoi tant de discrétion et surtout, pourquoi accorder un tel traitement à la famille Gombo alors que d'autres accusés restent en détention? Le procureur général est attendu ce 16 mai pour éclaircir certains points. Pour l'instant, ce départ marque peut-être la fin des chapitres longs de plus de 50 ans, celui du règne de la famille Gombo au Gabon. Reste à savoir si l'histoire s'arrête là ou si elle continue autrement depuis l'exil. Sigida RMA, en partenariat avec l'ONG Share for Common Ground, l'ambassade de Belgique
Belgique et l'URTEL a organisé un atelier consultatif pour l'élaboration des répertoires des textes régissant la presse, ainsi qu'un message de plaidoyer sur ces textes. Cet atelier s'est tenu du 14 au 15 mai 2025 à la Maison de la Presse de Bamako. Maïmouna Dao pour plus de détails. Du 14 au 15 mai 2025, la Maison de la Presse du Mali a abrité un atelier consultatif pour l'élaboration d'un répertoire des textes régissant la presse et des messages de plaidoyer portant sur les textes régissant la presse. Cet atelier de 2 jours a été organisé par Sigida Herema en partenariat avec l'ONG Church for Common Ground, l'ambassade de Belgique au Mali et de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL. L'intérêt général, c'est d'un intérêt général même qu'il faut forcément que nous, journalistes évoluant dans le secteur médiatique, que nous pensions à mener des actions de ce genre justement pour pouvoir sensibiliser davantage et aussi susciter les débats autour de nos textes parce que c'est important que le cadre légal, législatif, réglementaire au niveau du secteur médiatique soit bien recadré afin que les journalistes sachent où sont leurs limites et également au niveau des autorités qu'ils sachent clairement qu'on ne peut pas aussi travailler comme ça dans le vide. Tout le monde se prétend journaliste aujourd'hui. Donc s'il y a des cadres bien spécifiques en termes de loi, de textes qui précisent qui est journaliste, qui ne l'est pas, ça permet de vraiment poser déjà la limite entre les différents, je dirais même les différentes appellations, on va dire, puisque chacun se dit journaliste, mais en réalité, s'il y a le mot journaliste et également d'autres appellations, c'est que ce n'est pas pareil. Lors de cet atelier, plusieurs points ont été soulignés, à savoir les statuts réels d'un journaliste et non-journaliste et les caractéristiques du métier du journalisme en tant que tel. Donc pendant les échanges, en l'occurrence M. Amey Cissé, il est revenu sur un certain nombre de lignes en termes de documentation ou en termes de texte qui définissait clairement, par exemple, qui est journaliste. Là, ça résout à un problème. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une définition qui est bien dans le texte. Quand j'ai dit le texte, il s'agit de la loi numéro 046 qui date du juillet 2000. Donc c'est un texte qui a vu au cours de ces dernières années des relectures, des révisions. Pour en arriver là aujourd'hui, c'est parce qu'on a constaté clairement et véritablement qu'après chaque relecture, c'est comme si on ne bougeait pas en réalité. Cet atelier se voit comme un premier pas pour les plaidoyers portant sur les textes régissant la presse afin de pouvoir atteindre l'objectif final. Alors déjà dans cette salle, il a été convenu un certain nombre de choses qui doivent être validées par le bailleur avant qu'on ne poursuive quoi que ce soit en termes d'action. Mais à notre niveau, chaque participant, puisqu'on était une vingtaine de journalistes, chaque participant va en faire un traitement déjà de ce qui a été retenu dans cette salle. C'est un premier pas. À la suite de ça, il y a des discussions, il y a le programme d'action gouvernementale qui commence demain. Donc, il est prévu qu'on apporte un certain nombre d'éléments à la connaissance de nos représentants au niveau du CNT afin qu'ils essayent de voir eux aussi déjà dès la semaine prochaine qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour encore alimenter les débats concernant nos textes et où est-ce qu'ils se situent réellement. Lors de ces 2 jours d'atelier, les participants ont discuté aussi sur le rôle de la HAC, de la Maison de la Presse, les lois du journalisme, à savoir les textes existants. Des propositions de campagnes de plaidoyer et des débats tout autour ont été faits. Pour clôturer, un communiqué a été établi dans le cadre des plaidoyers portant sur les textes régissant la presse malienne. La seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Cela souligne l'importance de la passion dans notre travail. Lorsque nous aimons ce que nous faisons, nous sommes plus motivés, créatifs et engagés. Cela se reflète non seulement dans la qualité de notre travail, mais aussi dans notre bien-être personnel. C'est avec cette citation que nous mettons fin à ce JT que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média.
parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.